Nous sommes le 8 juin 1989 dans le quartier de Richmond, en Colombie-Britannique, tandis que le corps d'une femme de 44 ans est retrouvé, allongé, ligoté mains et pieds derrière le dos, dans la cour d'une des maisons abandonnées du quartier. Sur ses bras, on y retrouvera des traces de seringues, mais à ses côtés, aucun emballage, aucune seringue et aucun médicament. Lors de l'autopsie, on va découvrir que dans son sang, il y avait un petit cocktail de mélange de morphine, de diazépam et de flurazépam dans son sang. Elle avait également un bas de nylon serré autour de son cou. Et malgré toutes ces preuves accablantes, vraiment d'homicide, la police va classer le dossier comme étant un suicide. Mais cette affaire est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Cynthia Elizabeth Hack est née le 12 juin 1944 à Oliver, en Colombie-Britannique, d'un homme du nom de Otto Hack qui faisait partie des forces canadiennes, ainsi que d'une mère du nom de Mathilde Hack qui, elle, était femme au foyer. La famille Hack avait donc 6 enfants à nourrir et avec un père comme Otto, qui était une légende dans les forces canadiennes, eh bien, les enfants étaient élevés de façon très stricte et très sévère et il n'était pas rare que les parents Hack utilisaient des châtiments corporels. À l'âge de 18 ans, soit en 1962, on sait que Cindy va s'inscrire à l'école d'infirmière de Vancouver pour devenir infirmière. Et pendant ses études, Otto va décider de faire un retour dans les forces de l'air et ils vont déménager en France. Donc, toute la famille Hack déménage en France, mais laisse Cindy à Vancouver pour qu'elle continue ses études. C'est pas si grave parce qu'elle est très responsable, elle est autonome, elle est ponctuelle. Donc vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, on sait que Cindy envoyait énormément de lettres à sa famille tout de même. Et la première chose assez étrange dans cette affaire-là, c'est que Cindy, à un moment, va envoyer une lettre à ses parents lui indiquant qu'elle avait été fiancée à un homme qui, au passage, elle ne nommera jamais le nom. Et que cet homme-là, il y avait quelque temps, il avait reçu le diagnostic de cancer et il était en phase terminale. Lors d'un week-end en amoureux en ski, cet homme-là avait décidé de mettre fin à ses jours. Mais jamais elle ne nommera le nom de cet homme. Pas mal à la même époque, soit en 1965, toujours lors de ses études, Cindy va rencontrer un homme du nom de Roy Makepeace qui est un professeur de l'université où elle va, en psychiatrie. Donc, Roy Makepeace était un psychiatre sud-africain qui, malheureusement, a échoué les 2 fois les examens de psychiatrie du Canada et a donc décidé, au lieu d'être psychiatre, d'accepter un poste comme professeur en psychiatrie à l'université. Les deux vont commencer une relation ensemble. Au départ, tout semble être merveilleux et l'année suivante, soit en 1966, Roy et Cindy vont se marier et Cindy va obtenir son diplôme en soins infirmiers. Par contre, Otto et Mathilde ne sont pas si heureux que ça que leur fille se soit mariée parce qu'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que Roy Makepeace était de 18 à 20 ans l'aîné de Cindy. En effet, l'âge va vraiment différer selon les sources. Certaines sources vont mentionner qu'ils avaient 18 ans d'écart, d'autres 20 ans d'écart. Alors là, c'est pas très clair. Si vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Mais les parents, donc Otto et Mathilde, étaient pas très contents et étaient très sceptiques de la relation. Ils croyaient que Roy profitait de la naïveté et de la jeunesse de Cindy. Puis, ils vont écrire une lettre à Roy. Cindy va interférer cette lettre-là et va décider elle-même de la lire à Roy. On sait qu'après ses études, Cindy va travailler pendant 7 ans à l'hôpital général de Vancouver pour ensuite accepter un poste comme directrice des services de santé au British Columbia Hydro and Power Authority où elle va y travailler pendant 2 ans.
On sait qu'en 1975 et jusqu'à son décès, elle va travailler comme coordinatrice dans un centre qui accueille des enfants avec des troubles du comportement. Toutes les personnes qui ont travaillé avec Cindy vont mentionner que Cindy est une personne très respectueuse, très responsable, ponctuelle, gentille, douce, attentionnée. C'était vraiment quelqu'un sans malice, quelqu'un en qui on pouvait se confier et qui ne jugeait personne. Alors jusque-là, on n'a que des bons commentaires de Cindy. En 1982, Cindy va décider de mettre fin à son mariage avec Roy Makepeace. Sur le coup, on ne saura pas vraiment pourquoi. On sait par contre que leur couple est très tumultueux. Les deux ont des personnalités très différentes. Roy Makepeace est un peu plus possessif peut-être, il aime avoir le contrôle peut-être un peu plus et c'est vraiment plus tard, après son divorce, que Cindy va enfin avouer à sa famille, mais également à ses amis, que Roy, ça arrivait souvent qu'il la frappait au visage. Donc finalement, c'était une victime de violence conjugale et elle a décidé de partir avant que la situation s'envenime. La véritable histoire commence pas mal en septembre 1982, tandis que Cindy parle avec sa famille et ses amis et qu'elle leur mentionne qu'elle soupçonne que quelqu'un rôde autour de sa maison. Et là, évidemment, il y en a beaucoup qui vont soupçonner que c'est Roy Makepeace puisqu'ils ont divorcé et que Roy est déménagé de la maison. Mais à ce moment-là, c'est seulement des soupçons plutôt banals. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas si ça vient plutôt peut-être que c'est dans la tête de Cindy. Bref, ça reste là. C'est vraiment le 7 octobre 1982 que Cindy va recevoir le premier appel d'une dizaine, voire d'une vingtaine d'appels téléphoniques assez étranges, voire même parfois obscènes. Le 7 octobre, il y a quelqu'un qui va téléphoner à Cindy et qui va lui mentionner qu'elle va mourir. Et selon Mathilde, qui après, lors de l'enquête, a été interrogée, Cindy lui aurait dit que à chaque appel, c'était des voix différentes, comme s'il y avait plusieurs harceleurs, comme s'il y avait plusieurs personnes qui téléphonaient pour dire des choses obscènes ou pour parler, pour la menacer ou encore pour respirer très fort dans le combiné. Mais selon Cindy, tous les appels qu'elle a reçus étaient soit de motifs sexuels ou encore violentes et sexuelles. Le 11 octobre 1982, c'est vraiment là que Cindy va recevoir un appel qui m'a vraiment fait penser à des films d'horreur. Elle reçoit un appel et la personne au bout du fil ne fait que respirer très fort. Le lendemain, le 12 octobre, elle va recevoir un autre appel qui lui dit « Je t'aurai une nuit, Cindy ». Donc c'est vraiment tout le temps des menaces ou encore des trucs sexuels, des choses obscènes. Bref, tout pour la faire flipper finalement parce que reste que Cindy est quand même une femme seule qui habite dans une maison. C'est pas très sécurisant. Après ce deuxième appel, Cindy va décider de se rendre à la GRC pour leur mentionner les appels qu'elle a reçus. Et la GRC va donc proposer à Cindy de s'acheter un journal puis d'inscrire tout ce qui se passe de louche, de bizarre, les appels téléphoniques, qu'est-ce que les appels téléphoniques lui disent, à quelle heure, pour qu'elle puisse avoir un journal de bord. Le 13 octobre 1982, donc le surlendemain, on sait que Cindy va recevoir un autre appel et cet appel-là va lui dire « Alors, tu penses qu'appeler la police te protégera? Attends, j'ai la braguette ouverte, je parle à mon cœur qui palpite. » 2 jours plus tard, soit le 15 octobre 1982, Cindy va se réveiller comme tous les matins et c'est vraiment là, je pense que ça va vraiment commencer à devenir bizarre, cette affaire-là, parce que lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte que l'une des lumières de son Porsche est cassée et que l'une de ses fenêtres de salon est brisée par une pierre parce qu'elle retrouve, selon ses dires, la pierre dans son salon. Et c'est vraiment ça, par la suite, il va y avoir une suite d'événements, d'harcèlements, d'appels téléphoniques. En fait, en tout et partout, Cindy a contacté la GRC pas moins de 100 fois. Donc, il y a eu 100 incidents bizarres, étranges, qui ont fait peur à Cindy au point qu'elle appelle la GRC. C'est que la police, à un moment, va décider de monter la garde devant chez elle pendant plusieurs jours, mais étrangement, pendant ces jours-là, il n'y a absolument rien qui va se passer. Aucun appel, personne qui casse rien chez elle, pas d'entrée par effraction, rien du tout, tout est calme, tout est très
normal. Alors là, la police va commencer à soupçonner Cindy. Peut-être qu'elle ne dit pas la vérité. Parce que vraiment, il n'y a rien qui s'est passé, aucun appel. Donc, soit la personne a vu que la police était là, soit que la personne fait partie de la police et que, ben, elle n'a rien fait puisqu'elle était déjà là, soit que Cindy ment tout simplement pour attirer l'attention. Et ça a vraiment été la priorité de penser, je crois, chez les enquêteurs, chez les policiers. Cindy mentait parce qu'elle voulait attirer l'attention. C'était une femme toute seule qui venait de se divorcer. Elle n'a rien d'autre à faire. Elle se sent seule, peut-être. Donc, après avoir monté la garde pendant quelques jours, les policiers sont repartis. Par contre, on sait qu'il y a un enquêteur qui va vraiment s'intéresser au cas de Cindy Hack, soit Patrick McBride, et lui, même sans preuve, il pense que Cindy dit la vérité. Pourquoi, même s'il manque de preuves? Tout simplement parce qu'une nuit, il aurait vu Roy Makepeace qui rôdait près de la maison de Cindy. Donc, ça vient vraiment confirmer un peu les soupçons qu'on a sur Roy. Il y a quelqu'un de bizarre qui appelle Cindy, puis là, on voit Roy qui est autour de la maison. Patrick va s'approcher de Roy et va lui demander ce qu'il fait là. Et là, Roy va tout simplement lui dire que lui aussi, il veut protéger son ex-femme. Même si c'est son ex-femme, ils sont encore en bons termes. Ils se voient quand même, et c'était vrai, ils se voyaient encore. Ils passaient des nuits ensemble, ils faisaient des soirées ensemble. Donc, même si le couple n'avait pas marché, l'amitié peut marcher avec un plus, parfois, qui sait. Et par la suite, ben, Patrick et Roy vont devenir quand même assez proches lors de cette enquête-là, parce que tous les deux, ils veulent savoir qui harcèle Cindy, qui l'appelle, et qui vient briser des choses chez elle pendant la nuit. On sait que les voisins vont également remarquer des choses très étranges. Il y a des voisins qui vivaient dans le sous-sol de la maison de Cindy parce qu'il y avait un appartement dans le sous-sol et ils vont une fois appeler la GRC pour mentionner que peu après le départ de Cindy au travail, il y a des bruits suspects, des bruits très étranges qui se sont fait entendre de sa maison. C'était comme si quelqu'un cherchait quelque chose, comme si quelqu'un vaquait à une occupation quelconque dans la maison. Il y a également une autre voisine qui va contacter la GRC pour lui dire qu'à plusieurs reprises, elle aurait vu la silhouette d'un homme ou encore un homme, que ce soit en pleine journée ou en pleine soirée, qui était debout, bien peinard, devant la maison de chez Cindy et qui regardait à l'intérieur de la maison. C'est vraiment le 31 octobre 1982 que Patrick McBride va emménager chez Cindy pour aider au contrôle de la surveillance et être vraiment présent au cas où il arrive quelque chose. Par contre, cette relation de coloc à coloc va changer pour devenir un couple. Donc, Patrick et Cindy vont commencer à avoir une relation ensemble. Par contre, la relation ne durera pas très longtemps. Ici, dans les sources que j'ai lues, c'est pas vraiment clair parce qu'on sait qu'à un moment donné, Patrick va quitter le domicile. Je sais pas si c'est après plusieurs semaines, après plusieurs mois. Il me semble que dans une des sources que j'ai lues, c'est après 8 mois, Patrick va partir. Dans d'autres sources, c'est après quelques semaines. Donc, c'est pas vraiment clair, mais je préférais le mentionner ici. Patrick ne restera pas très longtemps dans l'histoire, là, avec Cindy, du moins. Et une fois, Patrick va voir Roy, encore une fois, qui est en train de regarder la maison de Cindy. Il fait de la surveillance. Et Roy va lui mentionner que il veut protéger son ex-femme. Et Patrick va lui annoncer qu'il vient d'emménager chez Cindy, donc ce n'est plus nécessaire. Makepeace va donc partir. 27 janvier 1983, on sait que Agnès Woodstock, qui est une très bonne amie de Cindy, avait rendez-vous chez Cindy. Donc, elle décide de s'y rendre. Elle sonne 2 fois à la porte, aucune réponse. Elle frappe à la porte, aucune réponse. Puis, elle entend un bruit très étrange dans le garage de la maison de Cindy. Donc, elle va s'y rendre et c'est là qu'elle va trouver son amie qui est couchée sur le sol. Elle a les mains et les pieds ligotés ainsi qu'un bas de nylon autour du cou. Elle va donc aider son amie à enlever le bas de nylon. On sait que Cindy, à ce moment-là, elle est consciente. Et malgré le fait que Cindy ne se rappelle pas ce qui s'est passé tout au long de l'attaque, elle se rappelle quand même des petites brides. Elle se rappelle notamment qu'elle avait entendu frapper à la porte. Elle était donc allée répondre et il y avait 2 hommes qui s'y trouvaient. Un des 2 hommes l'a donc attrapé, l'autre homme l'a donc
entaillé avec un objet tranchant. Ils lui ont entaillé les mains ainsi que les cuisses et les jambes. Puis, ils ont noué un bas de nylon autour de son cou. Ils auraient pris un couteau en guise d'objet pour la violer. Pourtant, lors des examens médicaux, parce qu'en effet, Agnès va appeler la police, puis Cindy va être emmenée à l'hôpital, lors des examens médicaux, eh bien, on ne trouvera aucune trace d'agression sexuelle. Le 1er février 1983, Cindy va décider de déménager de sa maison pour essayer d'obtenir une certaine paix, essayer de faire en sorte que son agresseur, son harceleur, ne la retrouve pas. Pourtant, une semaine après son déménagement, elle va recevoir une lettre qui mentionne « Cours, lapin, cours ». Les appels ainsi que les menaces, l'harcèlement va continuer jusqu'en avril 83 où elle va encore déménager de maison, mais cette fois-ci, elle va changer son nom de famille pour devenir James, donc elle va s'appeler Cindy James. Elle va changer la couleur de sa voiture et elle va engager un détective privé qui s'appelle Ozzy Caban. Cet homme va lui faire installer des boutons panique un peu partout dans la maison. Comme ça, si elle se fait harceler, si elle reçoit un appel, elle peut peser sur ce bouton. Et Ozzy Caban va toujours être au bout du fil. Donc, c'est pas des walkie-talkies, ben, ça ressemble un peu à des walkie-talkies là, à cette époque-là. Je sais pas exactement ce qu'ils utilisaient, mais c'était quand même assez facile de pouvoir communiquer. Donc, si elle reçoit un appel, qu'elle se fait harceler, agresser, Ozzy Caban va immédiatement pouvoir se rendre au domicile de Cindy. On sait qu'en octobre et en novembre 83, Cindy va découvrir des cadavres de 3 chats qui avaient été étranglés avec une corde sur le porche de sa maison. L'harceleur va l'appeler également à son travail et parfois c'est ses collègues qui vont répondre et la personne au bout du fil ne parle pas, elle ne fait que respirer très très fort. C'est le 30 janvier 1984 que Ozzy Caban va retrouver Cindy James qui est couchée de tout son long dans le salon avec un couteau de cuisine planté dans la main et une note à côté d'elle qui avait été collée avec des lettres et des mots découpés dans des magazines. Cette lettre-là disait « Maintenant, tu dois mourir ». Lorsque Ozzy Caban va arriver au domicile de Cindy, malheureusement, elle ne se souvient pas de grand-chose avant l'agression. Elle savait qu'il y avait un homme qui a franchi le seuil de sa porte, qui l'a attaqué, qui l'a matraqué avec un objet contondant. Ici, si vous ne savez pas ce que c'est un objet contondant, c'est un objet qui va blesser par un choc. C'est un objet qui ne coupe pas, qui ne perce pas. Ça peut être une batte de baseball, ça peut être une massue ou encore un marteau, par exemple. Elle va également dire qu'elle se souvenait que ses agresseurs avaient planté une aiguille dans son bras. Par contre, lorsqu'elle va être analysée à l'hôpital, en effet, ils vont trouver une trace d'aiguille, un petit trou d'aiguille sur son bras, mais il n'y avait absolument rien dans son sang. C'est également que Cindy va passer un test du polygraphe, notamment pour reparler de l'agression qu'elle avait eue avec le couteau à l'autre maison là, dans le garage, mais également de l'agression qu'elle venait de subir, donc chez elle, là, avec un couteau dans la main. Mais ces tests vont se révéler être non concluants. Donc là, ici, on va vraiment upgrader dans la violence, alors qu'au départ, on parle ici d'appels téléphoniques où la personne ne fait que respirer. Ensuite, elle parle. Ensuite, elle la menace de mort. Ensuite, la personne va l'agresser physiquement. Donc maintenant, elle se rend jusqu'à sa maison. Ensuite, il va avoir le couteau dans la main de Cindy avec d'autres notes maintenant qui sont découpées de magazines. Également, les cadavres de 3 chats qui ont été retrouvés sur le porche de sa maison, des fenêtres brisées, ça commence à faire beaucoup. Mais malgré tout, la police va enquêter. En effet, ils vont y aller, ils vont souvent surveiller la maison, mais chaque fois qu'ils surveillent la maison, il ne se passe absolument rien. Et moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que je sais pas si les policiers ont pensé que peut-être que son harceleur faisait lui aussi partie de la police. Pourquoi pas? En effet, si à chaque fois, il n'y a rien qui se passe, peut-être que l'agresseur fait partie de la police et qu'il est déjà là, donc il ne peut pas l'harceler puisqu'il se ferait voir, tout simplement. Pourquoi pas? Et en plus, à un des premiers appels, tu crois que aller voir la police va t'aider. La personne était au courant que Cindy était allée voir la police. Donc, est-ce que la personne l'avait suivi ou est-ce que la personne faisait partie de la police?
c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Puis, il faut pas oublier non plus que Patrick McBride a également fait partie des suspects. Il n'y avait pas que Roy Makepeace, son ex-mari. Patrick aussi, parce que, il fait partie de la police. Donc, il est là depuis le début. Il a fini par emménager avec elle. Ensuite, ils ont eu une relation ensemble. Ça s'est terminé, mais ils ont continué quand même de se voir après leur relation. Donc, dans le fond, Cindy a eu quelques relations avec quelques hommes, et même après ces ruptures, elle continuait de les voir. Elle continue d'avoir des relations avec eux. Donc, Roy, Patrick sont quand même des suspects, mais on y reviendra là, à la fin de la vidéo là, pour faire un petit recap là, de l'affaire. En février 1984, Cindy va confier au policier qu'elle pense que la personne qui la harcèle, c'est Roy Makepeace, son ex-mari. En effet, il avait été violent avec elle, puis tout de suite après le divorce, tout de suite après que Roy soit déménagé de la maison, c'est là que l'harcèlement a commencé. Donc, c'est quand même un drôle de hasard que l'harcèlement commence tout de suite quand il est parti. Puis la police va vraiment se pencher sur le cas de Roy Makepeace. Ensuite, on sait que Otto va revenir de France. Il était revenu de France, il était déjà à la retraite là, en 1984. Je crois même qu'il avait pris sa retraite en 78-79, quelque chose comme ça. Puis, à un moment donné, il va porter un micro de la police et il va, par hasard, rencontrer Roy Makepeace dans un magasin. Puis, il va lui demander si c'est lui qui harcèle sa fille. Et Roy va tout simplement dire qu'il est persuadé que c'est la mafia. Parce que, à cette époque-là, on sait que Cindy travaillait dans un centre qui hébergeait des jeunes avec des troubles du comportement et que certains de ces jeunes-là étaient des criminels. Certains de ces jeunes-là étaient des parents, des enfants de parents criminels. Donc, peut-être qu'il y avait une certaine vengeance là-dedans. Mais jusqu'à présent, là, on pense que cette fabulation vient tout simplement de la tête de Roy et de rien d'autre. Un jour, il y a le chien de Cindy, donc Heidi, qui a été retrouvé complètement maltraité dans le sous-sol de la maison avec une note qui disant « Joyeux anniversaire » par Cabane. C'est Cabane qui a trouvé Heidi. Et il a continué de faire le tour de la maison pour trouver Cindy et elle était cachée dans son jardin en panique, tout nue. On sait que le 9 juillet 1984, Tilly, dit Mathilde, donc la mère de Cindy, va passer la nuit chez sa fille. Elle se fait réveiller par Heidi qui aboie et Cindy qui regarde si les portes et fenêtres sont bien barrées. Elle va également remarquer qu'une des fenêtres était fissurée à plusieurs endroits. OK, ça c'est vraiment très très bizarre. En janvier 1985, Cindy, qui est sous hypnose, va raconter à la police qu'en 1981, alors qu'elle était en vacances avec Makepeace et sa sœur aux îles Tormambi, elle avait assisté au meurtre d'un homme et d'une femme et que Makepeace était le coupable. Donc, c'est lui qui avait assassiné l'homme et la femme. Et il aurait découpé les victimes et mis leur sang dans le visage de Cindy. Et on sait que Mélanie, qui était la sœur de Cindy, qui a accompagné Cindy et Makepeace en voyage, ne se rappelle pas du tout d'un incident comme ça et ne se rappelle pas non plus que Cindy aurait été paniquée ou quoi. Tu sais, je veux dire, si ton mari fait 2 meurtres et qui met du sang des victimes sur toi puis qui démembre, tu vas être traumatisé. Donc, c'est sûr que ton entourage va peut-être le savoir. Alors là, Cindy avait un comportement tout à fait normal. Puis, la police a vraiment enquêté, et moi-même j'ai enquêté, là, j'ai regardé de mon côté et j'ai pas trouvé aucun meurtre à l'île Tormambi en 1981. En juin 1985, Cindy était internée de force à l'unité psychiatrique de Lionsgate de Vancouver après avoir ingéré une surdose de médicaments sans ordonnance. Les médecins vont immédiatement penser que Cindy veut s'enlever la vie parce que elle est harcelée depuis plusieurs années déjà, mais Cindy va vraiment confirmer que non, elle ne voulait pas mettre fin à sa vie. Elle avait seulement oublié qu'elle avait déjà pris les médicaments, donc elle en a repris en surdose. C'est tout. Les policiers vont encore remettre une autre surveillance 24 heures sur 24 au domicile de Cindy pendant 7 jours. Et encore une fois, il n'y a rien qui va se passer. En 1985, il y a un psychologue du nom de Anthony Marcus qui va mener des entrevues avec Cindy et qui va finalement conclure qu'elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité découlant sans doute de traumatisme pendant l'enfance.
Mais quel traumatisme! Cindy a quand même eu une très belle enfance, malgré que cette enfance-là a été marquée par des châtiments corporels assez graves à son encontre. Bon, évidemment, Otto était un homme très strict, très sévère. C'était un père qui ne laissait pas beaucoup de choses passer, qui avait la mèche très courte. Mais, mis à part ça, on ne connaît pas vraiment de traumatisme, là, on ne connaît pas vraiment de gros traumatismes que Cindy aurait vécu. Et d'ailleurs, Anthony Merkus a jamais abordé la question de l'enfance à Cindy. Donc, on ne sait pas vraiment d'où vient ce diagnostic-là. On ne sait pas vraiment sur quoi il s'est basé, en fait, là, pour mettre ce diagnostic-là. À part, bon, si on parle de l'enfance où Cindy a eu beaucoup de châtiments corporels, oui, ça pourrait engendrer peut-être un trouble de dissociation. C'est le 11 décembre 1985 que Cindy est retrouvée à environ 13 km de son domicile dans un ravin par 2 automobilistes qui y passaient. Elle avait, encore une fois, un bas de nylon noué autour du cou, elle avait des bottes de travail, elle était en sous-vêtements et elle n'avait qu'un seul gant. Elle va être emmenée à l'hôpital où elle va être diagnostiquée avec de l'hypothermie, des coupures sur le corps et des ecchymoses. Et encore une fois, elle avait aucun souvenir de ce qui s'était produit, ni même comment elle s'était ramassée à 13 km de chez elle, couchée dans un ravin en sous-vêtements. La santé mentale de Cindy commence vraiment à se détériorer. Elle se détériore depuis plusieurs années déjà. Elle est déjà en dépression, ça va vraiment pas bien. Elle est tannée, elle a peur, elle panique, elle maigrit, elle mange de moins en moins, elle dort très peu. Et là, pour Noël de 85, elle décide de se rendre en Allemagne de l'Ouest, rencontrer son frère Roger qui y habite et y rester pendant quelques semaines pour avoir la paix, pour avoir un répit. Puis vraiment avoir la tête libre. On sait qu'en 1986, Tom et Agnès, donc le couple d'amis de Cindy, dormaient cette nuit-là chez Cindy, avec elle évidemment dans la maison, et ils vont se réveiller par une odeur de feu, une odeur de fumée, et ils vont se rendre compte que le sous-sol est en feu. Cindy est là, elle panique, elle sait pas vraiment quoi faire. On sait que Tom va se précipiter près du téléphone, et c'est là qu'il va se rendre compte que la ligne téléphonique a complètement été coupée. Donc sortir du domicile pour aller voir les voisins pour pouvoir appeler la police, et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte qu'il y a un homme au trottoir qui est immobile et qui regarde la maison en train de brûler. Alors là, Tom va courir vers l'homme et va lui dire « Hey, appelle la police » et cet homme-là va partir en courant, tout simplement. Évidemment, il y a beaucoup de spéculations sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est produit. Cet homme-là, pourquoi il s'est enfui? Ça doit être lui le coupable. Mais en fait, c'est peut-être simplement un homme qui est parti en courant pour appeler la police chez eux. Qui sait? On ne sait pas après parce qu'on n'a pas réentendu parler de cet homme-là. C'est seulement des brides de l'affaire criminelle qu'on parle qui ont été mis bout à bout ensemble. Puis finalement, la vérité, on ne la connaît que très peu. C'est par la suite que Agnès et Tom vont prendre Cindy sous leur aile et vont l'emmener chez eux. Ils vont se rendre compte que Cindy dort très mal, qu'elle ne mange pas, qu'elle ne dort pas. Elle a vraiment le cerveau en bouillie. Elle ne suit pas très bien les conversations, elle est dans la lune, elle pense à autre chose. Après avoir constaté l'état mental, mais également l'état physique de Cindy, Cindy va encore être internée à l'unité psychiatrique et elle va être diagnostiquée avec une anorexie et une dépression. Il y a également une évaluation mentale qui va lui être faite. Alors la voici, elle a un QI au-dessus de la moyenne. Ces gens-là sont souvent très négatifs, pessimistes et conformistes. Ils ont des humeurs imprévisibles. Ils ont tendance à adopter des comportements négatifs et obstructifs. Ils sont aussi vulnérables aux peurs. Otto va également mentionner à la police que Cindy lui avait dit qu'elle savait qui était l'auteur de ces agressions et de cet harcèlement-là, mais elle n'a pas voulu mentionner le nom de cette personne. Elle dit « Si la police ne me croit pas et ne fait rien, je résoudrai mon problème moi-même ». De mars 86 à mai 89, Cindy va encore recevoir des appels et des lettres très menaçantes, très bouleversantes. Le 25 mai 84, ça faisait déjà 2 semaines que Cindy n'avait reçu aucun appel, donc elle avait vraiment la paix. Elle pensait s'être libérée de tout ça. À 16h, elle va donc se rendre à l'hôpital de Richmond où elle travaille pour aller chercher son chèque de paye.
Et elle va même parler à un collègue et ensuite elle va se rendre dans une épicerie. On sait qu'à 20h, elle est aperçue dans la file d'attente de la banque au guichet automatique par une personne qui est derrière elle, donc qui la reconnaît très clairement. Donc, à 16h, elle va là. À 20h, elle se rend à la banque. À 22h, Agnès et Tom vont se rendre chez Cindy parce que c'était prévu qu'ils passent la soirée ensemble. D'ailleurs, ils devaient jouer au bridge, mais la maison de Cindy, elle est barrée. Il fait très sombre à l'intérieur et sa voiture n'est pas là. À ce moment-là, il y a un voisin qui va croiser Tom et Agnès qui va lui mentionner que Cindy était partie faire des courses au centre commercial. Alors là, Agnès et Tom, qui trouvent ça quand même bizarre à 10h d'aller faire des courses, vont se rendre au centre commercial et ils vont trouver la voiture de Cindy qui est abandonnée. Agnès et Tom vont donc décider de reporter la disparition de Cindy James à la police qui vont se rendre dans le stationnement et ils vont effectivement eux aussi trouver la Chevrolet Citation de Cindy. Ils vont l'inspecter. Ils vont retrouver son portefeuille qui est en dessous de la voiture. Ils vont également trouver des traces de sang sur la portière conducteur de la voiture. Un homme du nom de Richard Johnston, qui est un vendeur d'assurance vie, va mentionner à la police que quelques jours après la disparition de Cindy, il aurait reçu un appel téléphonique, soi-disant de la part de Otto Hack, donc le père de Cindy, qui lui demandait comment accéder à l'assurance vie de sa fille. Or, lorsque Otto a été interviewé par la police, il va réfuter cette allégation-là. Il n'a jamais contacté Richard Johnston pour l'assurance de sa fille. Donc, on revient donc au 8 juin 1989 lorsque le corps de Cindy James a été découvert dans une maison abandonnée qui était située en Colombie-Britannique, dans le quartier de Richmond. Elle avait été ligotée aux mains et aux pieds. Elle avait un bas de nylon noué autour du cou. Et autour d'elle, il y avait des traces de peinture orange, comme un gros cercle orange. Et ce cercle orange-là menait à une barre électrique de la maison. Sur le réservoir du carburant de la maison, il était inscrit en graffiti orange « Une chienne est morte ici » et il y avait une ligne sur le sol qui menait au cadavre de Cindy. Ce qui est assez étrange, c'est que, en fait, dans cette affaire-là, c'était une rue très passante où la maison abandonnée se situait. Et personne n'aurait remarqué le graffiti orange avec la note « Une chienne est morte ici », ce qui est quand même étonnant, c'est quand même étrange. Donc, on est là à se demander, est-ce que ça faisait longtemps que le cadavre de Cindy était là? Est-ce que ça faisait longtemps que le graffiti était là? Selon toute vraisemblance, non, ça avait été fait v'là pas très longtemps. Alors ici, dans cette affaire, c'est vraiment très intéressant parce que on a deux théories. La première théorie est que Cindy a réellement été assassinée par quelqu'un qui est inconnu. La deuxième théorie est celle qui est privilégiée par beaucoup de gens et celle que ce serait Cindy qui se serait faite toutes ces choses-là elle-même. En effet, il y a un trouble de dissociation qui lui aurait été diagnostiqué par le docteur Anthony Marcus, qui a été repris dans beaucoup de forums, dans beaucoup de théories, même dans d'autres vidéos YouTube, j'en suis sûre. Et ce serait qu'en fait, c'est Cindy elle-même qui aurait été désorganisée à cause de son trouble de dissociation. Puis, ça aurait entraîné en fait un dédoublement ou encore un détriplement de personnalité, ce qui fait que ce serait pour cette raison que lors de ses appels, elle entendrait plusieurs voix. Donc, ça serait en fait elle-même qui s'appellerait elle-même. J'ai vu sur Reddit que à cette époque-là, il était possible de pouvoir composer son propre numéro de téléphone, de raccrocher et le téléphone sonne et on peut répondre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Cindy, donc, ou une de ses personnalités, aurait pris cette affaire-là pour appeler. En fait, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la vie de Cindy, il n'y a aucun témoin. Il n'y a aucun témoin pour qui aurait mis le cadavre des 3 chats sur son perron, qui aurait brisé sa vitre de maison, qui aurait mis le feu au sous-sol,
qui aurait cassé la lumière du Porsche, qui lui aurait écrit ces lettres-là, qui l'aurait mis ces lettres-là, et chaque fois qu'elle était agressée, il n'y avait personne, aucun témoin, personne n'a rien entendu de bizarre. Donc, ça vient vraiment renforcer cette théorie-là sur le fait que Cindy, elle avait tout simplement un trouble de dissociation là, de personnalité. Alors, toujours selon le docteur Anthony Marcus, elle avait plusieurs personnalités. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont souffrir de troubles dissociatifs de l'identité qui ont une ou deux personnalités différentes. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Je crois justement qu'il y avait un cas qui a été... il y a eu un documentaire sur un cas d'un homme, je crois qu'il y avait plusieurs personnalités, là, mais vraiment comme une vingtaine. Mais ici, dans le cas de Cindy, elle aurait eu plusieurs personnalités, ce qui fait que, justement, les voix changeaient. Et on sait que lorsque ces personnes-là qui ont cette maladie-là, en fait, ce trouble-là, ils ont souvent des personnalités qui sont très différentes de la leur. Donc, peut-être que certaines personnalités prenaient la voix d'un homme, donc d'une femme. Ça peut être différent. En fait, on n'a pas d'appel enregistré des appels que Cindy a reçus. Or, on en a une qui a été enregistrée avec le téléphone de Roy, celle que Roy a reçue. Mais pour Cindy, il n'y en a aucune. Donc, on n'a aucune preuve. Puis, même les policiers n'ont jamais été capables là, vraiment de savoir d'où provenait l'appel parce que l'appel n'était jamais assez long. Donc, la personne ne faisait que dire une ou deux phrases, puis elle raccrochait. C'est pas assez long pour savoir d'où ça provient. Encore là, c'est assez vague. Est-ce que c'est Cindy? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Pourtant, il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont témoigner de choses étranges dans la vie de Cindy. Là, les voisins, ils ont vu une personne qui était devant la maison de Cindy et qui regardait la maison. Lorsque Mathilde, sa mère, était là, il y a eu des choses bizarres encore. Lorsque Tom et Agnès sont venus dormir à la maison, le feu a pris, puis c'est ça qui les a réveillés. Pourtant, Cindy était déjà réveillée, était réveillée avant eux, avant que Tom et Agnès se réveillent. Donc, ça aurait pu être elle qui aurait pu mettre le feu à la maison et ensuite faire comme si elle était surprise. Ça serait peut-être une de ses personnalités qui aurait fait ça. Mais encore une fois, pourquoi une ou plusieurs de ses personnalités, si elle avait vraiment, réellement un trouble dissociatif de l'identité, pourquoi ces personnalités-là voulaient faire autant de mal à Cindy, autant de mal au point de la tuer? Est-ce que ces personnalités-là étaient au courant qu'elles étaient dans le corps de Cindy? Moi, c'est ce que je me demande, parce que, sincèrement, je crois qu'on est très peu ici à être en contact ou encore à connaître quelqu'un qui a un trouble de l'identité, là, comme Cindy, avec plusieurs personnalités. Donc, c'est des questions très fascinantes qu'on peut se poser face à ça. Est-ce que les autres personnalités savent qu'ils sont dans le corps d'une autre personne au point de lui faire du mal, au point de la tuer? Peut-être même que lorsqu'elle est décédée, c'était peut-être justement encore une autre tactique d'une autre de ses personnalités. Il lui aurait tendu un piège, aurait tout fait pour que Cindy soit retrouvée et malheureusement, elle n'a pas été retrouvée à temps. Elle en est décédée. Enfin, que ce soit une théorie ou l'autre, si c'est celle du trouble de dissociatif de l'identité, je ne crois pas que les autres personnalités savaient qu'ils étaient dans le corps de Cindy, donc dans le corps de quelqu'un d'autre. Et je ne crois pas non plus que Cindy était consciente de ce qu'elle faisait, si c'est vraiment elle qui a fait tout ça pendant toutes ces longues années, là. Ça, on parle d'une des théories, là. Évidemment, c'est peut-être pas nécessairement mon opinion, je sais pas, mais je pense pas que quelqu'un serait assez apte pour se planter soi-même un couteau dans la main ou se frapper encore au point d'en avoir des bleus. Bon, mis à part qu'on l'a vu dans une des affaires criminelles qui s'est résolue il y a pas très longtemps, mais bon, on en reviendra dans une autre vidéo. Et puis, si c'est vraiment un étranger, quelqu'un, là, il y a quand même plusieurs suspects. Hein. Il y a quand même Patrick McBride, il y a quand même Roy McPeace, son ex-mari.
Bon, encore une fois, la phrase « Si tu ne veux pas être avec moi, tu ne seras avec personne ». Patrick McBride, lui, ben, c'était un policier, puis en même temps, au départ, on se demandait si la personne qui faisait ça était dans la police, puisque cette personne-là était au courant que Cindy était allée voir la police. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, puis quand la police est là, il se passe jamais rien. Encore une fois, une autre coïncidence, je ne crois pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette affaire-là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Vous pouvez partager toutes les vidéos et vous pouvez même revoir les anciennes vidéos que j'ai faites. Et sur ce, c'est maintenant que se termine cette vidéo. Alors, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!